Zoom. Donc, merci d'être ici. Merci à Frédéric Gagnon d'avoir accepté de prononcer cette conférence. Donc, Frédéric, vous le connaissez, il est titulaire de la chaire Raoul-Landurand en études stratégiques et diplomatiques. Il est aussi directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et directeur fondateur de l'Observatoire des conflits multidimensionnels, au sein de cette même chaire. Il est professeur titulaire au département de sciences politiques à l'UQAM, où il enseigne la vie politique aux États-Unis. Ses plus récents ouvrages sont L'Amérique d'abord, le Canada ensuite, les relations canado-américaines de Donald Trump à Joe Biden, avec Christophe Cloutier-Roy, paru aux presses de l'Université de Montréal en 2024, et de Quebec-United States Relationship, Political, Security, Economic, Environmental and Cultural Dynamics, avec Christopher Kirkey et Stéphane Paquin, paru chez Palgrave en 2025. Et je lui laisse immédiatement la parole. Frédéric, merci et bienvenue. Merci beaucoup Geneviève, merci Camille, merci aussi à Gérard Bouchard de m'avoir invité à donner cette conférence. Je vais partager mon écran. J'espère que ça marche. J'ai préparé des diapos pour appuyer un petit peu le propos. Je vous propose une conférence d'une quarantaine de minutes, mais j'ai surtout très hâte d'échanger avec vous sur les différents thèmes qui vous intéressent et donc de passer à la période de questions. Mais je commencerai sans plus tarder. Je remercie encore une fois Geneviève et toute l'équipe de m'avoir invité. Donc, je vais vous faire une présentation sur les 100 premiers jours de Trump 2.0. Juste avant, ben, ça a déjà été dit, mais si les travaux que l'on fait à la chaire Raoul Dandurand et à l'Observatoire sur les États-Unis vous intéressent, ben, je vous invite à visiter notre site Internet. Il y a beaucoup de nos chercheurs qui travaillent sur les enjeux dont je vais parler aujourd'hui et vous pouvez consulter leurs travaux directement sur notre site Internet. Pour ma part, donc, je vais vous faire une présentation sur les 100 premiers jours de Trump parce que vous allez le voir la semaine prochaine, le 30 avril, on va atteindre le 100e jour de ce deuxième mandat-là. Et vous allez voir beaucoup d'observateurs, d'observatrices, des commentateurs commencer à faire un premier bilan de ce deuxième mandat. On fait ça aux États-Unis depuis la présidence de Franklin Delano Roosevelt. Le président Roosevelt, en 1933, avait convaincu le Congrès d'adopter une foule de lois pour relancer l'économie américaine là, dans le contexte de la Grande Dépression. Et depuis cette présidence, c'est devenu une coutume, on évalue le parcours du président 100 jours après son arrivée ou son retour à la Maison-Blanche. Et souvent, Franklin Delano Roosevelt sert de point de comparaison. Donc peut-être que Trump, la semaine prochaine, nous dira qu'il a été meilleur que Franklin Delano Roosevelt, plus performant, qu'il a accompli plus de choses que tous les présidents de l'histoire. Hein. C'est son genre de dire ce type de choses. Mais on va ensemble, justement, faire un premier bilan de ce deuxième mandat-là. Et si vous êtes étourdi après 100 jours, je ne veux pas trop vous décourager, mais il reste 1369 jours à ce deuxième mandat. Donc, voyons pour l'instant ce qu'il a fait durant ces 100 premiers jours. En fait, on va regarder des données de sondage qui nous permettent de savoir comment les Américains et Américaines évaluent ces 100 premiers jours de Trump 2.0. Bon, les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut être intéressant de regarder quelle est l'opinion des Américains et Américaines à propos de ce que Trump a fait jusqu'ici. Donc, vous voyez ici, si on regarde ces données de sondage qui proviennent de The Economist, que Trump était au début de ce deuxième mandat plus populaire aux États-Unis qu'il l'était au début de son premier mandat. Ça, c'est un premier constat, mais qu'il est 100 jours après le début de ce deuxième mandat moins populaire qu'il l'était 100 jours après le début de son premier mandat. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que, comme en 2017, Trump est en ce moment le seul président depuis Eisenhower en 1953 à avoir un taux d'approbation négatif après 100 jours. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui sont insatisfaits de ce qu'il a fait que de gens qui sont satisfaits de ce qu'il a fait. Donc, on va partir de là pour faire essentiellement trois choses au cours de la présentation. Premièrement, on va se demander pourquoi il a perdu des plumes à ce point, 100 jours après son retour à la Maison-Blanche. En deuxième lieu, on va se demander si cette perte d'appui est assez forte pour accentuer la résistance à ces politiques et ralentir ce qui inquiète bien des gens un peu partout dans le monde, aux États-Unis, de ce côté-ci de la frontière également, c'est-à-dire le glissement du système américain vers ce que les fondateurs américains appelaient la tyrannie. Je vais y revenir tantôt en regardant ce que les fondateurs américains disaient à propos de la tyrannie dans les Federalist Papers, notamment au moment de penser au cadre constitutionnel qu'ils avaient en tête pour ce pays-là. Et troisièmement, on va terminer la présentation sur tout ce que ces 100 jours de Trump veulent dire pour le Canada et pour le Québec. Donc, voici le menu, puis ensuite, durant la période de questions et réponses, on pourra aborder les autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Euh, pour ce qui est de la perte d'appui de Trump 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, ben, elle peut sembler étonnante si on regarde ces deux photos-là, parce que Trump, à son arrivée
à son retour à la Maison-Blanche, était très déterminé. Je pense qu'on le voit dans cette photo officielle, ce portrait officiel de Trump du deuxième mandat. Il est différent du portrait du premier mandat. On a affaire à quelqu'un qui a un regard différent, qui était très déterminé, qui voulait en découdre avec ses adversaires politiques et qui était encore plus convaincu que la première fois que les politiques qu'il propose sont celles dont les États-Unis ont besoin. Et il avait l'impression qu'il avait le mandat pour mettre en œuvre ce programme politique dont je vais parler tantôt, parce qu'on s'en souvient, en novembre dernier, lors de la présidentielle de 2024, sa victoire avait été beaucoup plus nette que sa victoire de 2016. Donc, si on rappelle certains éléments, on constate ici à l'écran que Trump avait remporté le vote national, 77 millions de votes contre 74 millions pour Kamala Harris. Ce qui n'avait pas été le cas en 2016, c'est Clinton qui avait eu plus de votes que Trump à l'échelle du pays. Donc, une victoire qu'il estime beaucoup plus nette. Il estime avoir reçu un mandat cette fois-ci pour réaliser ses objectifs, réaliser ses promesses. Et il estime avoir reçu un mandat aussi parce qu'il a gagné. On s'en souvient en novembre, on en a beaucoup parlé, mais les 7 États clés de cette élection-là qui sont encerclés en rouge, dont la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, où son nationalisme économique et les guerres commerciales qu'il propose sont quand même assez populaires dans certains milieux, notamment dans le secteur de l'acier en Pennsylvanie, dans le secteur automobile au Michigan et tout ça, on y reviendra. Si on décortique le vote national de 2024 selon les fameuses catégories qui ne sont pas parfaites, mais les catégories d'électeurs, d'électrices que l'on voit dans les sondages d'opinion, et notamment dans les sondages qui sont menés aux sorties des urnes lors des élections, on constate également que Trump pouvait estimer sa victoire très nette parce qu'il a fait des avancées considérables par rapport à 2020. Si on compare les écarts de vote entre Biden et Trump en 2020 aux écarts de vote entre Trump et Harris en 2024, on voit que Trump a fait des avancées considérables auprès de plusieurs catégories d'électeurs, telles qu'on les définit dans ses sondages. Auprès des femmes, auprès des hommes, des Afro-Américains, Latino-Américains, les jeunes de 18 à 29 ans, les gens qui votaient pour la première fois, les électeurs sans diplôme universitaire. Les avancées d'Harris, on les a constatées auprès des électeurs électrices avec diplôme universitaire, les électeurs électrices blancs, mais Trump a vraiment fait le plein de votes auprès de catégories d'électeurs où on ne s'attendait pas nécessairement qu'il en fasse autant, notamment auprès des électeurs latino-américains, les jeunes. On pourra peut-être y revenir durant la période de questions, mais il a en tête et son administration qu'il a droit à un mandat, que sa victoire était extrêmement nette et notamment qu'on lui a demandé de faire un certain nombre de choses sur des enjeux qui étaient les questions de l'urne pour ses partisans et pour les gens qui l'ont appuyé massivement. Donc, évidemment, il dit qu'il a reçu un mandat, mais c'était une élection aussi référendaire, je pourrais dire, sur le bilan de Biden et Harris sur un certain nombre de questions, et tout particulièrement sur l'économie et l'inflation. On voit que 32 des gens qui disaient que c'était leur priorité, 32 des électeurs disaient que c'était leur priorité, 80 d'entre eux ont voté Trump. Immigration, la question de l'urne pour 12 des électeurs, 89 de ces gens ont voté Trump. Politique étrangère, guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, conflit au Proche-Orient, 4 disaient c'est ma priorité. La majorité de ces gens-là ont voté Trump. Donc Harris a fait le plein de votes auprès des électeurs électrices qui estimaient que l'avenir de la démocratie et l'avortement étaient les priorités. Mais vous voyez, les pourcentages, ça n'a pas été suffisant pour compenser en fait les avancées et les avantages de Trump sur les questions économiques, l'inflation et l'immigration. Donc, pourquoi a-t-il perdu des appuis depuis qu'il a gagné cette élection-là? Je dirais que, en fait, le vendeur de poudre de perlimpinpin ne convainc plus autant tous ces gens qui l'ont convaincu en novembre qu'il était la bonne personne sur ces questions-là, que ces solutions vont permettre, en fait, oui, de remédier à tous les problèmes dont il a parlé durant la campagne de novembre 2024. Et bon, on en voit un exemple en ce moment, le conflit en Ukraine. Trump a dit, si je suis élu, on va régler ça en une journée, on va régler ça en 24 heures, alors que là, on est presque au 100e jour de sa présidence et on ne sait pas trop quelle est l'issue de ce conflit en Ukraine. Même chose pour la situation au Proche-Orient. Donc, les hostilités ont repris récemment et plus le temps passe, plus les électeurs qui ont appuyé Trump réalisent que le vendeur de poudre de perlimpinpin, qui a été très bon durant la campagne de novembre, doit maintenant gouverner et les solutions miracles qu'il propose à des problèmes extrêmement complexes ne fonctionnent pas toujours autant qu'il le souhaiterait. Donc, ces petites bouteilles de poudre de perlimpinpin, on pourrait dire que c'était un peu ces décrets présidentiels qu'il a signés depuis le début de sa présidence avec son charpie noir
Et il y en a eu des tonnes et des tonnes, beaucoup de mise en scène, beaucoup de théâtre autour de ces événements-là, où dans la communication politique, au fond, ce que le président essaie de démontrer, c'est qu'il est en contrôle de la situation, qu'il est très actif, que son administration est prête et que les choses vont aller très, très rondement sur les priorités de ceux et celles qui ont voté pour lui. Donc, il a signé en moins de 100 jours, puis on verra d'ici la semaine prochaine quel sera le compte final au terme des 100 jours, mais pour l'instant, 130 décrets présidentiels. Et il gouverne beaucoup par décrets présidentiels. Que sont les décrets présidentiels, comme on l'explique dans notre manuel sur le fonctionnement du système politique américain, que vous voyez ici à l'écran? Ce sont des textes signés de la main du président qui indiquent aux départements et aux agences fédéraux, donc à la bureaucratie fédérale, comment mettre en œuvre, interpréter ou appliquer les lois fédérales du pays. Ce sont des décrets qui peuvent être remis en question par les cours fédérales et invalidés par la Cour suprême. Je vais y revenir tantôt parce que pour ce qui est de la résistance aux politiques de Trump, en ce moment et au cours des prochaines semaines, évidemment, on surveille les débats dans les cours fédérales et à la Cour suprême. Je vais parler d'un débat en ce moment sur la question migratoire. Je vais en parler tout à l'heure. Le Congrès aussi, la résistance peut provenir de là. Le Congrès, la législature fédérale du pays, peut adopter des lois annulant les effets des décrets présidentiels. Et on verra aussi si Trump est en mesure de convaincre le Congrès au cours des prochaines semaines et des prochains mois de voter les fonds nécessaires à la mise en œuvre des politiques qu'il annonce par décret présidentiel. Donc, je vous donne un exemple. Il a annoncé par décret présidentiel qu'il souhaite l'expulsion massive de migrants non documentés présents en sol américain. Ben, il faut des fonds pour procéder à cette expulsion massive des migrants non documentés. Pour l'instant, Trump en a, mais est-ce que le Congrès continuera à voter les budgets nécessaires pour qu'il expulse, comme il l'avait dit durant sa campagne, des millions et des millions de migrants non documentés? Pour l'instant, peut-être, mais au lendemain des élections de mi-mandat de 2026, dont je vais parler tantôt, ce sera peut-être plus le cas si les démocrates reprennent, par exemple, la majorité à la Chambre des représentants. On y reviendra. Mais bon, ce qu'il faut retenir des décrets, c'est que tous les présidents recourent aux décrets. C'est une manière pour eux d'abroger des politiques qui avaient été mises en œuvre par leurs prédécesseurs. C'est un moyen pour eux d'annoncer ce qu'ils souhaitent faire au cours de leur mandat. Trump, donc, a signé beaucoup de décrets. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a été hyper actif dans la signature de ces décrets. Il en a signé 130, comme je le disais tout à l'heure. La dernière fois qu'un président en a signé autant, c'était Franklin Delano Roosevelt, dont j'ai parlé tantôt, au cours de sa présidence. Donc, Trump essaie de donner l'impression qu'il est aux commandes, qu'il est en contrôle de la situation, qu'il est très actif sur les questions sur lesquelles il a été élu, surtout en novembre dernier. Donc, si on regarde les décrets présidentiels, on voit qu'il y a toutes sortes de chantiers dans ça. Trump a annoncé qu'il ferait le ménage dans la bureaucratie fédérale pour faire des économies, pour faire disparaître des postes de fonctionnaires ou ou disons des segments des départements et des agences qui ne correspondent pas à sa vision. Donc, vous avez vu ses annonces sur les programmes diversité, équité, inclusion. Il a demandé au département de l'éducation de réduire le financement pour les universités notamment qui travaillent sur des questions qu'il n'aime pas, les mêmes thèmes dont j'ai parlé tantôt, des gens qui enseignent les théories critiques sur les questions raciales. Donc, on a vu tout le débat sur le financement des universités en ce moment. D'ailleurs, l'université Harvard a décidé d'intenter une poursuite contre l'administration Trump au cours des derniers jours en disant que l'émission du gouvernement fédéral dans le travail des universités est problématique. On verra où tout ça nous mène. Mais Trump, donc, il y a toutes sortes de chantiers là-dedans, mais je vais surtout me limiter pour l'instant à ce qu'il a proposé de faire sur les deux fameuses questions sur lesquelles il a fait le plein de vote lors de l'élection de novembre, c'est-à-dire l'économie et l'immigration. Sur l'économie, ses décrets disent qu'il veut favoriser l'exploitation du pétrole pour réduire l'inflation, abolir les programmes économiques de Biden pour réduire les dépenses fédérales et surtout, je vais en parler tantôt, mener des guerres commerciales contre à peu près tous les pays du monde pour favoriser la réindustrialisation des États-Unis et la création de bons emplois en sol américain dans toutes sortes de secteurs manufacturiers, industriels et autres. Et sur l'immigration, il a déclaré l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, ce qui lui a permis de déployer notamment davantage de troupes, de forces armées américaines à la frontière pour prévenir l'arrivée en sol américain de davantage de migrants non documentés, remise en question du droit d'asile et du droit du sol des migrants, construction du mur à la frontière avec le Mexique et surtout, c'est surtout de ça que je vais parler
durant les suites de la présentation, au cours des prochaines parties de la présentation. Et le premier, l'arrestation et l'expulsion massive des migrants non documentés. Un programme d'expulsion massif et qui peut s'apparenter à ce que Dwight Eisenhower avait fait dans les années 50 avec l'opération Wetback, en visant encore une fois des travailleurs, des migrants latino-américains, surtout mexicains à l'époque. Donc, commençons par ce que Trump propose sur l'économie et sur le commerce. Il l'a dit durant la campagne de novembre, il l'a dit encore que selon lui, le mot tarif, en parlant des tarifs commerciaux qu'il veut imposer à toutes sortes de pays dans le monde, le mot tarif est le plus beau mot du dictionnaire. Donc, il communique simplement. Il est parfois difficile de connaître la logique de Trump sur ce plan, mais ce que je dirais, c'est que dans son administration, il y a quand même des économistes en ce moment qui estiment que les guerres commerciales, qu'il y a une logique à ces guerres commerciales-là, qu'elles peuvent être une excellente politique économique et commerciale, en fait, pour faire ce que Stephen Myron, le président de son conseil économique le Council of Economic Advisors, donc quelqu'un qui est au sein de la Maison-Blanche en ce moment. Bon, on pourrait parler de Peter Navarro également, mais il y a des économistes qui ont réfléchi à ça depuis longtemps et qui estiment que ce que Trump est en train de faire avec ses guerres commerciales peut permettre de restructurer l'économie mondiale, de ralentir la montée de la Chine, de favoriser la réindustrialisation des États-Unis, de créer de bons emplois en sol américain. Donc, vous voyez un peu la logique ici à l'écran, mais ce sur quoi je vais attirer votre attention aussi, c'est que ce que Trump a promis durant sa campagne présidentielle, c'est de prolonger et d'offrir de nouvelles réductions d'impôts à peu près tous les Américains, mais surtout aux personnes les plus riches et aux entreprises américaines également. Donc, Trump estime que le mot tarif est le plus beau mot du dictionnaire parce qu'au fond, les tarifs sont quoi? Ce sont des taxes à la frontière sur les produits qui entrent en sol américain, taxes qui sont des sources de revenus pour le gouvernement américain et qui, pour Trump et cette administration, permettra de financer les baisses d'impôts qu'il veut consentir, comme je le disais, aux plus riches et aux entreprises, et ça d'ici la fin de l'année 2025. Et ça, on va entendre parler de ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais c'est une des victoires que souhaite Trump au Congrès des États-Unis. Et en garantissant ces baisses d'impôts pour les entreprises, ce que Trump et son administration souhaitent faire, c'est rendre le territoire américain extrêmement attrayant, en fait, pour les investisseurs qui se demandent où ouvrir de nouvelles usines ou lancer de nouvelles activités économiques dans toutes sortes de secteurs. Si, disons, le contexte fiscal est plus attrayant en sol américain qu'il l'est au Canada, qu'il l'est en Europe, Trump pourra dire à ses partisans, voyez, j'ai réussi grâce à ces tarifs, grâce à ces baisses d'impôts qu'on a financées avec les tarifs, à réindustrialiser le pays. Donc, il voit le projet, il avec un S, ces économistes voient ce projet comme étant un projet à moyen et long terme qui peut avoir des conséquences à court terme, hausse de l'inflation, dérèglement des marchés, comme on l'a vu, mais que ces politiques-là sont nécessaires pour, comme le dit Stephen Myron dans un texte de novembre 2024, restructurer l'économie mondiale. Et les critiques de Trump disent en ce moment que ces taxes à la frontière seront inflationnistes, auront un effet sur le coût des marchandises que les consommateurs consomment en sol américain, le coût du matériel que les entrepreneurs américains importent de l'étranger pour fabriquer leurs appareils électroniques, leurs voitures et tout ça. Mais ce que Stephen Myron explique, et c'est leur pari, c'est qu'au fond, ces guerres commerciales ne seront peut-être pas autant inflationnistes que les critiques le disent. Et ils utilisent l'exemple du premier mandat de Trump dans ses documents pour dire, voyez, la première guerre commerciale que Trump a menée contre la Chine durant son premier mandat, elle a eu un effet plutôt marginal sur l'inflation. Parce que la guerre commerciale qu'on a menée contre la Chine a fait chuter la devise du pays qu'on visait par rapport à la devise américaine, ce qui a permis de réduire le coût des importations pour les Américains. Donc, il y a un pari. On verra si Trump, si ce pari est le bon. On verra si la recette marche, si la politique économique, elle est logique, elle permet d'atteindre les objectifs et de réaliser les promesses de Trump. Mais pour l'instant, on va le voir tout à l'heure dans les données de sondage, on voit que beaucoup d'Américains et d'Américaines ne sont pas convaincus que ces guerres commerciales-là vont porter leurs fruits. Et pour ce qui est de ces tarifs, évidemment, Trump voit ces tarifs et ces menaces de tarifs comme un outil de négociation internationale et commerciale qui permettra au président et à son administration, selon eux en tout cas, d'inciter, de forcer tous les pays du monde à venir s'asseoir à la table des négociations avec Trump pour négocier de nouveaux accords de commerce, de nouvelles ententes sur toutes sortes de sujets. La question des dépenses militaires au Canada, la question de la sécurité à la frontière au Canada,
Bon, toutes sortes de questions, mais que ces pays-là viendront s'asseoir parce qu'ils craignent évidemment de se voir imposer ces tarifs commerciaux, ce qui serait très néfaste pour leur économie. Donc, on verra encore une fois si effectivement Trump est capable de négocier de bons deals, entre guillemets, grâce à ces menaces-là. Mais en tout cas, cette stratégie de négociation, elle est carrément inspirée de ce que Trump faisait comme homme d'affaires, ou du moins ce qu'on explique dans le livre qu'il n'a pas écrit, que Tony Schwartz a écrit, mais qui s'intitule Trump, The Art of the Deal, un livre de 1987, où au fond, Trump dit comme homme d'affaires, moi, c'est pas compliqué quand je négocie, je commence par faire peur à mes interlocuteurs, je les intimide, je les attaque personnellement, je les déstabilise. Et au terme de la négociation, souvent, ce que je réalise, c'est que j'ai obtenu beaucoup plus que ce que je m'attendais à obtenir au départ. Donc, Trump reprend cette stratégie-là, il l'utilise comme négociateur à l'international et évidemment, son souhait, c'est de pouvoir démontrer à ses partisans qu'il a réussi, grâce à ses menaces, à obtenir toutes sortes de concessions de la part de la plupart des pays du monde. Et notamment, si je vous donne l'exemple du Canada, une plus grande ouverture du marché canadien pour les exportations de lait des fermiers du Wisconsin, qui sont très importants lors des élections présidentielles parce que le Wisconsin est un des États clés de l'élection. Tout comme les travailleurs de l'acier sont peut-être contents de voir Trump imposer des droits de douane de 25 sur l'acier qui entre en sol américain, parce qu'on a peut-être l'impression que ça va permettre de relancer l'industrie de l'acier dans cette région-là, ou West Pennsylvania notamment, qui est aussi un État clé de l'élection présidentielle. Donc, on verra si Trump réussit son pari, mais pour l'instant, je m'excuse de vous montrer euh, cette caricature qui peut être que Trump n'aimerait pas voir probablement, ou des partisans de Trump n'aimeraient pas voir. Mais au fond, la grande question, c'est de savoir si ces guerres commerciales et ces tarifs finiront par se retourner contre Trump, et ce, politiquement en sol américain. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que pour les 100 premiers jours de Trump, on voit qu'il a perdu des plumes sur le dossier de l'économie, et beaucoup plus rapidement. La chute est beaucoup plus importante aussi que ce qu'on avait vu durant le premier mandat de Trump. Donc, il était populaire sur la question de l'économie au début de son deuxième mandat, mais vous voyez, 100 jours après le début de sa présidence, il y a beaucoup de gens qui sont un peu moins convaincus en sol américain que ces guerres commerciales, que ce qu'il propose. Il y a aussi toute la question de l'inflation, quoique les dernières données sur l'inflation sont à l'avantage de Trump pour l'instant. C'était à 2,4 selon les dernières données, alors que c'était de 8, 9, 10 peut-être pas jusqu'à 10 mais c'est monté jusqu'à 8, 9 en tout cas durant la présidence de Biden. Mais pour l'instant, beaucoup de scepticisme à l'égard de ce bilan économique de Trump, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il tergiverse, il recule, il n'est pas sûr, et on verra si c'est ce qui nous attend aussi au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Sur le dossier migratoire, ben, c'est peut-être là où Trump ne perd pas de plume encore. Il reste populaire sur ce dossier-là si on se fie à ses données de sondage. On voit qu'il a perdu des appuis sur les autres dossiers de façon générale. Mais sur l'immigration, il y a encore plus d'Américains et d'Américaines qui croient à ce qu'il veut faire, qui sont satisfaits avec ce qu'il propose, que de gens qui ne pensent pas que c'est la bonne approche. Ce qui est intéressant ici de noter, ce qui est intéressant de noter à ce propos, c'est que Trump, évidemment, on voit des images de migrants non documentés dans les prisons du Salvador, sur les médias sociaux de Trump. Il y a encore beaucoup de mise en scène, de communication politique qui vise à démontrer aux partisans de Trump qu'il y a beaucoup d'actions, qu'il y a beaucoup de mouvements sur ces questions-là. Mais ce dont Trump ne parle pas et ce dont il ne veut pas qu'on parle, c'est que pour l'instant, il expulse moins de migrants non documentés que Biden le faisait à chaque mois durant la dernière année de sa présidence. Donc, l'expulsion massive des migrants non documentés, si ses partisans la souhaitent, ben, pour l'instant, Trump n'est pas un gagnant sur cette question-là si on regarde les chiffres. Je ne sais pas que je suis d'accord avec ce qu'il fait, mais si on regarde seulement les chiffres, lui disait, je vais être pas mal plus efficace que Biden là-dessus, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça, ce sont des données qui proviennent du New York Times et du gouvernement américain, en fait du ICE, du Immigration and Customs Enforcement. Et ce qu'on constate pour l'instant, c'est que Trump a expulsé environ 750 migrants non documentés par mois depuis son retour à la Maison-Blanche. Donc, sur une année, ça nous donne, s'il maintient ce rythme-là, une expulsion de 250 000 migrants par année, donc 1 million au terme de son deuxième mandat,
alors qu'il avait promis d'en expulser bien davantage, peut-être la majeure partie des 11 millions de migrants non documentés présents en sol américain. On n'en parle pas, Trump en parle peu dans les conférences de presse. Lorsque les journalistes lui posent des questions sur ces choses-là, parfois il détourne l'attention en parlant d'annexer le Canada, de prendre possession du Groenland, d'ouvrir des tours des Trump Towers à Gaza, parce que, oui, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a aussi une stratégie de communication bien réfléchie, inspirée de Stephen Bannon et de Stephen Miller, des conseillers de Trump. Miller est encore au sein de l'administration et selon ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a une stratégie qui est celle-là, flood the zone, inonder la zone. Si on traduit ça en français, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça, mais disons que je vais le traduire comme ça pour l'instant. Et cette stratégie-là, vous en avez sans doute entendu parler, elle consiste justement à nous bombarder d'informations, à dire une chose et son contraire, lundi, mardi, mercredi, à nous déstabiliser, à nous inonder d'informations. Pourquoi, au fond? Pour atteindre deux objectifs. Déstabiliser les adversaires politiques. Et vous voyez, on dit où sont les démocrates? Les démocrates sont là, mais évidemment, ils sont en réorganisation. Ils ne savent pas qui sera leur chef pour la suite des choses, quelles seront les candidatures pressenties pour la présidentielle de 2028. Mais il y a aussi que les démocrates ne savent pas trop par quel bout commencer. C'est-à-dire, ils sont bombardés d'informations de toutes sortes sur beaucoup de chantiers, diversité, égalité, inclusion, l'immigration, les réductions de dépenses dans le gouvernement fédéral, le travail du Doge, Elon Musk. Toutes les publications de Trump sur les médias sociaux, ce que Trump promet à l'international, la rencontre au sein de la Maison-Blanche entre M. Trump et le président Zelensky que vous avez vu il y a quelques semaines, où là, coup d'éclat, et là, les médias partent là-dessus pendant 24 heures. On ne sait pas par quel bout prendre la bête, entre guillemets, mais Trump communique de cette façon-là aussi pour faire diversion, pour éviter que l'on ait des discussions au sein de la société américaine en ce moment sur des dossiers sur lesquels il est beaucoup moins efficace que ses partisans le souhaiteraient, et notamment la question migratoire. Si vous regardez les sondages en ce moment, j'en ai pas à l'écran, mais j'écoutais le balado Pod Save America hier, et eux citaient des données de sondage qui démontrent qu'une majorité d'Américains sont en désaccord avec l'expulsion expéditive, l'expulsion rapide, sans appel, sans que les migrants non documentés aient eu droit à une audience au sein d'un tribunal du département de la justice. Et comme le fait Trump en ce moment avec les migrants non documentés qu'il estime faire partie de groupes criminels qu'il juge, qu'il définit comme des menaces à la sécurité nationale. Donc, je vais en parler tout à l'heure, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une majorité d'Américains qui estiment que Trump va peut-être un peu trop loin dans ce dossier-là. Donc voilà pour la perte d'appui de Trump. Elle est quand même importante. Il était à 48-49% d'appui au sein de la société américaine au début de son deuxième mandat, comme je le disais tout à l'heure. Et il n'avait jamais été aussi populaire en sol américain depuis le début de sa carrière politique. OK? Mais là, il est passé de 48-49 à 42-41. La deuxième question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça, c'est suffisant pour accentuer la résistance à ces politiques et jusqu'à quel point, là, au cours des prochains mois, des prochaines semaines, et pour ralentir ce que j'appellerais le glissement du système américain vers ce que les fondateurs du pays appelaient la tyrannie. Et je sais qu'il y a des débats là, à savoir là, comment on peut qualifier Trump. Est-ce qu'on peut dire qu'il est fasciste? Est-ce que c'est un populiste autoritaire? Est-ce que c'est... Bon, il y a toutes sortes de beaux débats là-dessus. Il y a le livre de Timothy Snyder qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, Timothy Snyder a quitté les États-Unis pour venir travailler à Toronto parce qu'il ne voulait plus vivre dans cet environnement-là où lui, il estime qu'il y a de grands risques pour la démocratie américaine. Il y a évidemment la mort des démocraties de Ziblatt et Levitsky. Donc, il y a un grand débat à savoir ce qu'incarne Trump et j'avoue que j'ai un peu de difficulté à me prononcer. Je trouve que c'est un débat intéressant, mais en tout cas, je vais ramener ça à ce que les fondateurs disaient dans les Federalist Papers et notamment James Madison dans le Fédéraliste 51. Donc, les Federalist Papers étaient des articles de journaux publiés par certains fondateurs américains dans l'État de New York, puisqu'ils cherchaient à convaincre les délégués de certains États d'appuyer le projet constitutionnel américain. Donc, il y a le texte constitutionnel, mais il y a aussi ces textes-là qui sont intéressants pour comprendre la philosophie politique des fondateurs et comment ils concevaient ce système-là qui devait naître en sol américain après la ratification du projet constitutionnel. Et
dans mes cours et souvent dans mes conférences, ce que je dis, c'est qu'une des phrases les plus utiles, je pense, pour comprendre quel était l'esprit des fondateurs américains, c'est celle de James Madison qui dit Ambition must be made to counteract ambition. Une courte phrase où il dit au fond, et les fondateurs disent, ils ont une vision très pessimiste de la nature humaine, ils disent nécessairement les hommes, parler des hommes à l'époque, les hommes qui ont du pouvoir vont en abuser. C'est inévitable, la nature humaine étant faite ainsi, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Nécessairement, les hommes vont abuser, les gens en position de pouvoir vont abuser de leur pouvoir au détriment des libertés et des droits des citoyens, des Américains. Donc, on ne peut pas changer la nature humaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler les élus? On peut créer des institutions politiques qui permettent aux uns de contrecarrer les plans des autres. Et c'est tout à fait ça qui est au cœur du système des poids et contrepoids américain et qui est un des piliers du système américain. Et Trump n'aime pas ça. Il n'aime pas ce système. Il l'a déjà affirmé, notamment dans une entrevue de 2017 sur le réseau Fox News. Durant son premier mandat, it's a very rough system. It's an archaic system. It's a really bad thing for the country. Donc, c'est mauvais pour le pays. Mais au fond, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'il ne peut pas gouverner comme président des États-Unis de la même façon qu'il dirigeait ses entreprises, où il disait, voici comment les choses vont fonctionner. Si vous n'êtes pas content, you're fired. Et il n'y a pas de débat. Et c'est comme ça que ça marche. Et on va faire les choses comme je le souhaite. Donc, durant son premier mandat, il y avait, au-delà de tous les enjeux dont on a parlé, évidemment, un objectif qui était de trouver les moyens de réduire autant que possible les résistances à la mise en œuvre de ces politiques. La résistance à la concentration des pouvoirs entre les mains, entre ses mains, entre les mains du président, et donc une vision des choses qui est assez contraire à celle des fondateurs américains qui estimaient au fond que le pouvoir devait être partagé entre diverses institutions. Au fond, ce que Trump veut, c'est ça. C'est le son du silence. Il ne veut pas d'opposition dans le système. Il veut réduire autant que possible la résistance et l'opposition à ses politiques partout dans le système. Donc, on a déjà entamé ça. Il avait déjà entamé ça durant le premier mandat. Mais ce que je dirais, c'est que depuis le début de son deuxième mandat, il est encore plus, convaincu que c'est nécessaire pour lui permettre de gouverner à sa guise. Et je dirais qu'il a une expérience aussi de la machine gouvernementale. Il s'est entouré de gens qui ont une grande expérience de la machine gouvernementale et notamment du pouvoir exécutif américain et qui se sont donnés pour mission d'essayer de réduire cette résistance-là. Et ils le font de façon un petit peu plus systématique et un petit peu plus organisée, je dirais, que la première fois. Mais donc, vous avez ici une diapo qui vous résume en gros ce qu'est le système fédéral américain, donc trois pouvoirs tels que le voulaient les fondateurs américains. Le pouvoir exécutif, le président des États-Unis, le vice-président, les départements, les agences. Pouvoir législatif, qui est le Congrès des États-Unis, la législature fédérale, elle est bicamérale, Chambre des représentants où il y a 435 représentants, Sénat où il y a 100 sénateurs. Le Congrès est important pour Trump parce qu'il vote les lois fédérales et les budgets fédéraux. On va y revenir tantôt. Et le troisième pouvoir, évidemment, les cours fédérales et la Cour suprême. On pourrait ajouter, ils ne sont pas dans la diapo, d'autres pouvoirs comme le pouvoir des médias, le quatrième pouvoir selon Thomas Jefferson. On pourrait parler aussi du pouvoir des universitaires, du pouvoir des chercheurs, du pouvoir des intellectuels. Et vous n'êtes pas sans savoir que Trump essaie aussi, avec cette administration, de réduire cette résistance au sein des universités et dans ces milieux-là également. Et j'en sais quelque chose parce qu'il y a un décret présidentiel de Trump qui a été rendu public il y a quelques semaines, qui a exigé la fermeture du Wilson Center, qui est un centre de recherche à Washington, où j'étais chercheur Global Fellow. Et donc, par décret présidentiel, Trump a demandé à ce que le Wilson Center en revienne à sa mission initiale, c'est-à-dire, bon, désormais, il y aura seulement 5 chercheurs dans ce centre-là. Il y aura les archives du président Wilson et c'est à peu près tout. Donc, moi, j'ai reçu une lettre me disant, à partir de telle date, vous n'êtes plus chercheur au Wilson Center, puis il y a toutes sortes d'autres centres comme ça qui ont été visés par ces politiques-là, parce que ce président veut réduire autant que possible la résistance et l'opposition à ces politiques. Donc, comment s'y prend-il? Ben, vous savez un petit peu, là, vous avez vu déjà, mais je pense que c'est intéressant de rappeler que dans le projet 2025,
qui est un long document dont on a beaucoup parlé durant la présidentielle de novembre dernier, un document d'à peu près 1000 pages. Il y avait toute une réflexion d'intellectuels conservateurs, dont une personne que vous verrez dans la prochaine diapo, Russell Vaugh, qui est maintenant à la tête de l'Office of Management and Budget Director. Ça, c'est l'Office of Management and Budget, mais il dirige ce bureau-là. Et c'est un bureau très important au sein de la Maison-Blanche parce qu'il dicte la manière dont on devrait concevoir les règlements et il a le pouvoir de rédiger beaucoup de règlements qui déterminent la manière dont on travaille dans les départements et les agences, par exemple. Donc, si on modifie un règlement pour que les départements et agences cessent désormais d'avoir des discussions sur les débats, d'avoir des discussions sur les enjeux DEI, mais Russell Vaugh et son équipe jouent un rôle extrêmement important sur ces questions-là, au-delà, évidemment, des annonces qui ont été faites par décret présidentiel. Mais ce que Trump souhaite, et c'est ce que Russell Vaugh et les rédacteurs du Project 2025 proposaient durant la présidentielle de novembre, ils proposaient que Trump ou le prochain président s'assure qu'il y ait le moins de résistance possible déjà au sein du pouvoir exécutif. Au sein de l'administration, ce que ça veut dire, ça, c'est de nommer, plus que lors du premier mandat de Trump, des gens extrêmement loyaux au président, qui ne le contredisent pas beaucoup, ou du moins pas trop en public. Durant le premier mandat de Trump, il y a toutes sortes d'exemples qui démontraient qu'il y avait un peu de chaos dans cette administration-là, des débats, et tout ça, on le voyait sur la place publique. Par exemple, le secrétaire d'État Rex Tillerson, parfois, disait des choses à l'international qui contredisaient ce que le président Trump disait sur Twitter. Donc, Trump a voulu éviter ça cette fois-ci et il a nommé autour de lui des gens qui lui sont, en principe, extrêmement loyaux. On sait qu'il y a des débats d'idées au sein de l'administration. Parfois, on sait que ça existe parce que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, partage des informations secrètes avec des journalistes. Le journaliste de The Atlantic récemment sur les plans de guerre au Yémen. Et on voyait que les membres de l'administration n'étaient pas tous et toutes d'accord sur ce qui devait être fait sur ce dossier-là. Mais pour l'instant, on voit que dans l'espace public, ces membres de l'administration Trump répètent sans cesse finalement que le président a raison et on va faire ce que le président désire. Et il y a beaucoup de mise en scène aussi qui vient avec ça. J'en reviens à la rencontre de Trump avec Zelensky. Il y avait aux côtés des deux hommes, il y avait J.D. Vance qui, à un moment donné, prend la parole et dit: Je n'en reviens pas, Monsieur Zelensky, que vous ayez le culot de venir vous asseoir à la Maison-Blanche et de manquer de respect au président des États-Unis. Souvent, lorsqu'il y a signature de décret présidentiel, on voit des membres de l'administration Trump autour du président. Ce sont des choses qu'on a déjà vues avec d'autres présidents. Mais dans ce cas-là, on sent que la mise en scène, elle vise à rappeler à tout le monde que cette administration-là est extrêmement soudée et qu'il n'y a pas beaucoup de désaccords au sein de cette administration-là. Il y a peut-être un désaccord sur le rôle que Elon Musk, que vous voyez au bas de la diapositive, joue au sein de cette équipe-là. Elon Musk a été nommé, comme vous le savez, conseiller spécial du président à la tête d'un département qui n'en est pas un, parce que c'est le Congrès des États-Unis qui doit créer les départements par des lois fédérales habituellement. Mais là, Trump a décidé de créer un Department of Government Efficiency. Si vous allez sur le site du Doge, vous verrez que Musk se vante de trouver beaucoup de fraude, malversation, sans toujours fournir de preuves de ça, mais qu'on utiliserait mal les fonds publics, les fonds fédéraux, et que grâce à ces coupes budgétaires, tout ce que le Doge fait, il y a beaucoup d'économies, tout ça. Et oui, il y a des désaccords sur son rôle pour la suite des choses, mais pour l'instant, ce que Trump a essayé de faire, c'est de réduire la résistance autant que possible au sein du pouvoir exécutif. Et il n'y a pas beaucoup de résistance non plus au sein du Congrès des États-Unis si vous regardez les débats et l'interaction entre le président des États-Unis et le Congrès pour l'instant. Pourquoi? Parce que lors des élections de novembre dernier, les républicains ont réussi à élire des majorités au sein des deux chambres du Congrès, ce qui n'était pas le cas avant ces élections-là, où les démocrates avaient la majorité au Sénat. Mais jusqu'aux élections de 2026, on a affaire à des majorités républicaines qui sont, elles également, extrêmement silencieuses, extrêmement prudentes pour des raisons dont je vais parler tantôt. Mais juste avant, Trump veut aller vite aussi, parce que aux élections de mi-mandat de 2026, il est
assez probable, je dirais, probable que les démocrates reprennent la majorité à la Chambre des représentants. Au Sénat, ça risque d'être difficile parce que la carte électorale défavorise les démocrates. Ils sont en difficulté dans plus d'États que des républicains, disons, pour ce qui est du Sénat. Mais généralement, le parti du président perd des sièges à la Chambre des représentants. C'est assez fréquent. Et vous voyez que la majorité républicaine à la Chambre, elle est courte. Si les démocrates reprennent la Chambre à partir des élections de 2026, oui, il y aura plus de résistance de la part du Congrès. La Chambre des représentants pourrait refuser, par exemple, de voter les budgets nécessaires à la mise en œuvre des politiques de Trump. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais le parti majoritaire dans l'une ou l'autre des chambres du Congrès se retrouve aussi majoritaire au sein des commissions permanentes de la Chambre en question. Les présidents-présidentes de ces commissions permanentes deviendraient aussi des démocrates à partir de janvier 2017, au retour des travaux parlementaires en 2017. Et les chambres, en fait, les commissions parlementaires de la Chambre ont pouvoir d'enquête sur les politiques présidentielles et pourraient très bien euh, en profiter pour lancer toutes sortes d'enquêtes sur des choses que Trump a faites jusqu'ici. Du genre, est-ce qu'il y avait délit d'initié quand Trump a indiqué sur les médias sociaux qu'il était temps d'investir, comme s'il annonçait à des gens autour de lui qu'il y avait une pièce à faire, entre guillemets, à partir de demain ou après-demain, parce qu'il allait faire une annonce sur les tarifs commerciaux. Donc, les démocrates pourraient relancer des enquêtes de toutes sortes et il y aura un petit peu de résistance à partir de là. Sauf que pour l'instant, les républicains au Congrès restent extrêmement prudents et très, très silencieux. Et ça, c'est peut-être un des punchs de la présentation, c'est que Trump a perdu des plumes, il perd des appuis, mais il n'en perd pas auprès des électeurs républicains. Donc, la base républicaine reste soudée autour de lui. 91% des républicains l'appuyaient au début de son deuxième mandat. C'est 90%, donc c'est sensiblement la même chose. Il perd des plumes auprès des indépendants, qui représente quand même 43% de l'électorat total aux États-Unis. Mais il faut faire attention à cette appellation-là parce que de vrais indépendants, il n'y en a pas tant que ça. Quand on se met à éplucher ce qu'il y a dans ce groupe-là, on constate que la plupart des indépendants finissent par dire I'm leaning Republican, leaning Democrat. Les vrais indépendants comptent peut-être pour 7-8% de l'électorat total. Donc, Trump perd des plumes là, des électeurs un peu plus modérés, mais il a toujours gouverné pour sa base avant tout. Et pour l'instant, si on se fie à ses données de sondage, sa base qui veut qu'il continue à mettre en œuvre les politiques dont j'ai parlé tantôt, notamment sur les questions migratoires, sa base est toujours derrière lui. Elle persiste et signe. Et ce qui a changé, parce que je sais que dans mon petit texte de présentation, je disais que mes travaux s'inscrivent souvent dans les recherches en American Political Development, qui est un sous-champ d'études en politique américaine qui s'intéresse aux grands tournants dans l'histoire politique américaine, continuité, changement, qu'est-ce qui bon, périodise l'histoire et tout ça. Et évidemment, avec Trump, ce qui a changé, on le voit durant le premier mandat, mais on le voit peut-être encore plus durant ce deuxième mandat, c'est que le Parti républicain, au fond, est depuis une dizaine d'années devenu de plus en plus, mais très sûrement, son parti. Un parti plus influencé par les idées MAGA que par les idées centristes, modérés. Il y a encore des républicains modérés au sein du parti, mais qui sont effrayés, au fond, par la base et les partisans de Trump. Et d'ailleurs, Lisa Murkowski, la sénatrice de l'Alaska, le disait dans une conférence publique la semaine dernière. Elle disait, écoutez, on reste prudent si on est républicain au Congrès en ce moment parce qu'on a peur des représailles. Que sont les représailles? Parfois, c'est une menace de mort. Parfois, c'est des menaces de mort qui visent les proches des élus républicains. Parfois, la représaille, c'est on s'oppose au président Trump et il nous montre du doigt pendant des mois pour inciter ses partisans à nous vaincre lors des primaires républicaines qui vont précéder les élections de mi-mandat, les élections générales de novembre 2026. Et pour ce qui est des tournants en politique américaine durant cette expérience de Trump, du premier au deuxième mandat, et je pense qu'on le voit encore plus aujourd'hui, les républicains sont effrayés de s'opposer à lui, mais c'est que, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Robert Pape, ce qu'on nous dit, c'est qu'on traverse une période où il y a une plus grande normalisation de ce que Pape appelle le violent style in American politics. Donc, la légitimité du recours à la violence politique pour défendre ses idées, pour empêcher le changement, pour résister au changement aussi. Et ce qu'il dit, c'est que depuis une dizaine d'années,
Bon, évidemment, vous voyez les pourcentages, pas une majorité d'Américains qui dit je suis prêt à recourir à la violence politique pour défendre mes idées. Mais ce que Pape et son équipe, au moyen de sondages, au moyen d'entretien, tout ça démontre, c'est que ces pourcentages-là ont augmenté au cours de la dernière décennie. Donc, il cite notamment un sondage de janvier 2024 où on apprend que le pourcentage de personnes qui jugent que le recours à la force est justifié pour s'assurer que les membres du Congrès agissent correctement, il est quand même de 19% si on parle des électeurs républicains. Et les partisans de Trump n'ont pas hésité à viser personnellement, à attaquer, menacer personnellement des républicains qui oseraient s'opposer à lui. Donc, pour l'instant, peu de résistance au Congrès, notamment en raison de ça, mais pas que, évidemment. Donc, il nous reste les cours fédérales et la Cour suprême. Quand je parle du deuxième mandat de Trump à des gens ici au Canada et au Québec, beaucoup me demandent d'où proviendra finalement cette résistance-là. Peut-être pas de la Cour suprême, en sachant, puisqu'on sait très bien que Trump a réussi à réduire aussi la résistance à ses politiques au sein de la Cour suprême grâce aux 3 nominations à cette Cour qu'il a faites durant son premier mandat, c'est-à-dire de Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett et Neil Gorsuch, ce qui porte le nombre de juges conservateurs à la Cour à 6. Et il y a 3 juges progressistes, Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson, qui a été nommée par le président Biden. Juste avant d'entrer dans la résistance qui pourrait émerger de la Cour suprême, évidemment, la réélection de Trump, elle sera déterminante. Elle pourrait être déterminante aussi encore plus déterminante pour l'avenir de la Cour, parce que si un autre juge, une autre juge en est à quitter durant le deuxième mandat de Trump, on pense à Mme Sotomayor, par exemple, qui a eu des ennuis de santé récents, Trump pourrait porter le nombre de juges conservateurs à la Cour et pour longtemps, parce que les juges de la Cour suprême sont nommés à vie, mais porter ce nombre de juges conservateurs à la Cour à 7 contre 2 progressistes. Et la Cour suprême joue un rôle évidemment extrêmement important dans le système fédéral américain. Elle a le pouvoir de judicial review. Elle peut se saisir de toutes sortes de causes, mais surtout juger de la constitutionnalité ou non des décisions présidentielles, des décrets présidentiels, des lois du Congrès, d'une loi d'État, etc., etc. Si elle accepte évidemment de se pencher sur les dossiers où on lui demande son avis. Mais bon, et cette cour-là, peut-être rapidement, a rendu un jugement extrêmement important avant l'élection de novembre sur l'immunité présidentielle. Et ça aussi, il y a un changement par rapport à Trump 1.0. Trump 2.0 a reçu de la Cour, a vu la Cour rendre une décision sur l'immunité présidentielle. Vous vous souvenez peut-être de ça. La Cour avait dit qu'on ne peut pas porter d'accusation aux criminels contre un ancien président pour des actions qu'il aurait entreprises, des choses qu'il aurait faites au sein de la Maison-Blanche, si ces choses-là relèvent de ses fonctions présidentielles. Mais la Cour suprême n'a pas vraiment défini ce qu'on entend par là. Mais ce que ça veut dire, c'est que le président Trump peut en principe étirer l'élastique peut-être encore plus que durant son premier mandat parce qu'il sait qu'il pourrait très, très bien faire valoir son immunité présidentielle à la sortie de la Maison-Blanche après son deuxième mandat si jamais on décide de porter de nouvelles accusations contre lui. Mais bon, la Cour suprême ne dira pas toujours à Trump ce qu'il veut entendre. Et on a eu un bon exemple de ça ce week-end sur l'affaire de la migration, en fait, l'expulsion massive des migrants non documentés. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous avez entendu parler de cet enjeu-là, mais il y a quelques semaines, Trump, par décret présidentiel, a dit qu'il pouvait s'appuyer sur une loi de 1798, la loi fédérale Alien Enemies Act, pour justifier l'expulsion massive et sans appel, comme je le disais tantôt, sans que ces personnes aient droit à une audience dans un tribunal de la justice, un tribunal de l'immigration du département de la justice. Trump dit on peut les expulser parce qu'ils représentent une menace à la sécurité nationale. On est en guerre contre des gangs criminels vénézuéliens bon, sur le territoire américain. Et vous avez vu les images de ça. Il y a un accord avec le Salvador et Trump a expulsé un certain nombre de migrants non documentés vers des prisons salvadoriennes, comme on l'a vu dans les images. Sauf que, il y a quelques semaines, on a appris que cette personne, Kilmar Abrego Garcia, avait été expulsée parmi les migrants non documentés qui ont été expulsés, mais par erreur administrative par l'administration Trump. Donc, c'est quelqu'un, bon, Trump dit non, c'est quelqu'un qui est membre des gangs qu'on vise. Il y a des contestations de ça, mais au fond,
une cour avait rendu un jugement qui permettait à M. Abrego Garcia de rester en sol américain. On n'a pas tenu compte de cette décision de la Cour en question et on l'a expulsé. Et là, il y a d'autres cours qui ont dit que Trump doit favoriser le retour de M. Abrego Garcia en sol américain. La Cour suprême aussi avait dit que l'administration Trump doit favoriser le retour de M. Abrego Garcia en sol américain. Mais pour l'instant, l'administration Trump résiste en disant, ben, cette personne-là n'est plus sous notre juridiction, c'est le gouvernement salvadorien qui en est responsable. Et vous avez vu le président salvadorien à la Maison-Blanche venir serrer la main de M. Trump récemment. Et ce qu'on comprend, c'est que ça va être compliqué de favoriser le retour de M. Abrego Garcia. Et là, en fin de semaine, Trump s'apprêtait à en expulser davantage, toujours selon la même logique, mais la Cour suprême a mis cette politique-là sur pause en disant que l'administration n'en faisait peut-être pas assez pour respecter les droits de ces migrants non documentés. Donc, ça peut sembler anecdotique, mais ce ne l'est pas tellement parce que ce cas-là, je pense, va être un test pour le cadre constitutionnel américain pour les années à venir. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des partisans de Trump qui commencent à exprimer le souhait et l'idée que Trump pourrait très bien ne pas respecter une décision de la Cour suprême. La Cour suprême étant la Cour suprême, comme on l'appelle, habituellement, ces décisions, évidemment, entrent dans le cadre constitutionnel américain. Ces décisions doivent être respectées par les autres acteurs du système. Si Trump décide de ne pas respecter cette décision-là, il y a peut-être un précédent. Ben, je pense qu'il y a un précédent et ça pourrait nous donner une bonne idée de ce qu'il pourrait être tenté de faire par la suite sur à peu près toutes les questions dont j'ai parlé. Mais je vous donne un autre exemple de situation où les choses pourraient devenir très, très problématiques, c'est-à-dire Donald Trump en 2028 qui décide de rester au sein de la Maison-Blanche pour un troisième mandat, alors que le 22e amendement à la Constitution des États-Unis l'interdit en principe. Là, il y a des débats entre les spécialistes de droit constitutionnel là-dessus, mais le 22e amendement dit un président peut être là pour 2 mandats, consécutifs ou non. Mais là, Trump a déjà laissé entendre qu'il pourrait être tenté de rester pour un troisième mandat, qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient qu'il reste pour un troisième mandat. On pense à des entourloupettes en ce moment au sein de l'administration Trump pour voir comment on pourrait réinterpréter le 22e amendement. Mais si la décision, je sais pas, il y a une bataille juridique sur cette question-là et que la Cour suprême dit non, Trump ne peut pas rester, que fait-il s'il a déjà habitué un petit peu les Américains et Américaines durant son deuxième mandat à l'idée que le président n'est pas obligé de respecter les décisions de la Cour suprême? Donc moi, je vais surveiller ça. Évidemment, on est dans des scénarios un peu fiction, mais Ziblatt et Levitsky, dans leur autre livre, disaient nous, on pensait jamais que le 6 janvier 2021 aurait lieu. On pensait pas que c'était possible aux États-Unis. Et ce qu'ils expliquent, c'est que les démocraties meurent lentement. Elles ne meurent pas du jour au lendemain, mais il y a toujours, lentement mais sûrement, une normalisation de mesures antidémocratiques auxquelles on ne s'attendait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, et c'est ce qui semble se passer avec Trump durant son premier et son deuxième mandat. Donc, je vois que je prends peut-être plus de temps que je l'aurais souhaité, mais on pourrait aussi parler durant la période de questions et réponses de l'effet Trump sur le Canada et sur le Québec. Je sais qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité, la guerre commerciale contre le Canada et tout ça. Mais ce que je dirais, c'est que durant le premier mandat de Trump, on avait commencé avec l'Observatoire sur les États-Unis à réaliser des enquêtes terrain en sol américain dans une dizaine d'États américains pour prendre le pouls d'une foule d'acteurs locaux, des électeurs, des candidats à des élections diverses au Congrès des États-Unis, à des postes de gouverneurs d'État, des travailleurs syndiqués, des directeurs de syndicats, des lobbyistes. Donc, une foule d'acteurs pour prendre le pouls de ces acteurs et surtout de leur perception de la relation canado-américaine. Et notre thèse était que, ayant le mégaphone présidentiel bien en main, Trump, durant son premier mandat, a déjà dit un certain nombre de choses à propos de cette relation-là. En disant, ben, qu'est-ce qu'un allié? En disant, l'ALENA est le pire accord de commerce de l'histoire. En disant, le Canada adopte des pratiques commerciales déloyales à notre égard, à l'égard des travailleurs du Wisconsin, des fermiers du Wisconsin, etc., etc. Et notre hypothèse, en fait, ce qu'on a voulu vérifier, c'est quel effet ça avait, ça, sur la perception des acteurs locaux qu'on étudiait, qui portent attention à la relation avec le Canada puisqu'ils sont dans des États voisins du Canada et du Québec. Quel est l'effet Trump sur leur perception de tout ça? Et ce qu'on a constaté, on a commencé ces enquêtes terrain-là en 2014 pour un autre projet, mais quand Trump a été élu, on les a poursuivis. Donc, on a des données pour 2014, avant Trump,
pendant les élections de 2014. On a continué durant les élections de mi-mandat de 2018, pendant les élections de 2020, mais ça a été interrompu par la pandémie de COVID-19, malheureusement. On est retourné en 2022, après l'élection de Biden, pour voir ce qui restait des idées de Trump sur le terrain. On est retourné un peu en 2024, et ce qu'on a vu, c'est que Trump a aussi normalisé, du moins dans l'esprit de ses partisans, un certain discours plus belliqueux, plus pessimiste, plus négatif, une vision plus négative, plus pessimiste de cette relation-là. Et ça semble évidemment s'accélérer durant le deuxième mandat de Trump parce qu'il parle encore plus du Canada que ce qu'il faisait durant son premier mandat. Il en parle de façon encore très péjorative. Il y a des guerres commerciales en cours, il y aura une renégociation. On peut s'attendre à ce qu'il continue à parler du Canada d'une certaine façon. Et déjà, on peut voir dans certains sondages que le pourcentage d'Américains et d'Américaines qui voient le Canada comme un proche allié semble avoir fortement diminué de septembre 2023 à mars 2025. Donc, ce processus suit son cours, mais on l'avait déjà observé durant le premier mandat de Trump. Et évidemment, pour ce qui est des tournants, là, je pense qu'il y en a quand même un là qui est assez important pour nous. Sinon, ben, le yo-yo des tarifs, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Je ne pense pas qu'on sera épargné à court terme parce que Trump, je le disais, voit dans ses tarifs commerciaux un outil de négociation et il l'utilisera pour inciter le prochain premier ministre du Canada à faire toutes sortes de concessions dans divers secteurs. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ce que je dirais, pour terminer sur une note un petit peu plus optimiste, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur la guerre commerciale que Trump mène envers le Canada. Ce que je dirais pour terminer sur une note un peu plus optimiste, c'est que on le voit, Trump a perdu des plumes sur la question de l'économie et déjà sur l'affaire des tarifs sur nos exportations à destination des États-Unis, on voit qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui estimaient en janvier 2025 que ce n'était pas une super bonne idée. Donc, very bad idea, bad idea. La popularité de la guerre commerciale de Trump envers la Chine, elle est plus importante que ce qu'il veut faire à l'égard des alliés traditionnels des États-Unis, même si dans nos recherches, on a vu que ces discours ont quand même un effet sur la perception des gens de bien des gens de cette relation-là. On a vu aussi pour ce qui est de la résistance, puisqu'on en parlait tantôt, aux guerres commerciales de Trump, que plus le temps passe, plus les Américains et Américaines réalisent au fond que le plus beau mot du dictionnaire, tarif, en fait, c'est le mot le plus laid du dictionnaire. Ce sont des taxes. Ce sont des taxes à la frontière qui engendreront des coûts additionnels pour les consommateurs, les entreprises américaines. On parle beaucoup du cas de la potasse canadienne à destination des États-Unis. Il y a des tarifs de 10 là-dessus. Ben, les agriculteurs qui utilisent la potasse pour leurs activités agroalimentaires dans des États comme l'Iowa, dans cette région agricole américaine, ont commencé à dire ben, c'est quand même problématique, ça engendre des coûts pour nous. On veut de bons emplois, je suis obligé de procéder à des mises à pied parce que j'ai des coûts additionnels. Pourriez-vous, chers républicains, M. Toone du Sénat, M. Grassley du Sénat également, prendre le téléphone et demander à Trump de lever le pied sur ces guerres commerciales à l'égard du Canada? C'est problématique pour nous. Bon, on le sait, Ottawa a aussi promis qu'il y aurait, comme lors du premier mandat, des contre-tarifs. Et ça, évidemment, ça peut faire mal à plusieurs États américains, puisque la majorité des États américains ont comme premier marché pour leurs exportations le Canada pour leur premier marché d'exportation. Et il y a toutes sortes de décisions que l'on prend en ce moment qui font mal aussi à l'économie américaine. Des touristes québécois qui décident de remettre leur plan de vacances à Old Orchard à plus tard. On a vu des reportages là-dessus sur les ondes de CNN. Vous avez peut-être constaté, si vous allez à la SAQ, qu'il n'y a plus de bourbon du Kentucky sur les tablettes. Et on sait que ça commence à avoir un certain effet en sol américain également. Et je termine là-dessus. Trump semble reculer et hésiter aussi sur ces guerres commerciales et ces fameux tarifs lorsque les marchés réagissent mal à ces annonces. Et on l'a vu récemment sur ces tarifs réciproques. Ce qui semble l'avoir un petit peu effrayé, c'est la perte de vitesse des marchés obligataires en sol américain. Donc ça aussi, c'est quand même à surveiller. Et ça a des effets sur des gens aux États-Unis qui se demandent si sa politique commerciale et économique est la bonne. On voit les investissements en bourse et tout ça, les fonds de retraite chuter. Et on commence à se dire aux États-Unis que c'est notamment en partie en raison de ces politiques-là. Donc je vais terminer là-dessus. Grand tour d'horizon, j'ai pris peut-être un peu plus de temps que ce que vous m'aviez confié. Je m'en excuse, mais j'ai surtout très hâte d'échanger avec vous sur les thèmes qui pourraient être
d'intérêt pour vos travaux et tout ça. Merci beaucoup. Et puis j'arrête le partage. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. C'était fascinant et extrêmement intéressant. En fait, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, bien, une des choses qui m'inquiète beaucoup, c'est la normalisation des mesures antidémocratiques. Euh, tu as cité le livre de Ziblatt et Levitsky là, sur la manière dont les démocraties meurent. Puis manifestement, bon, il y a deux grands facteurs qu'ils invoquent. Si je me souviens bien, là, il y a le rôle des partis politiques comme, je sais pas comment on traduit gatekeepers en français, peut-être que tu le sais, comme porte d'entrée ou protection au mur pare-feu, je sais pas. Puis il y a la manière dont on traite les adversaires aussi. Je me souviens plus comment il le désigne exactement, La là. tolérance mutuelle entre La les adversaires. tolérance mutuelle, Ouais. oui. Puis des deux points de vue, manifestement, là, on a dépassé ces points, ce qu'on pourrait considérer comme des points de rupture. Euh, Est-ce que, à ton avis, ce que tu remarques, par exemple, on parle des élections de mi-mandat. Est-ce que les Trumpistes ont assez d'influence et est-ce qu'ils ont la capacité, par exemple, d'influencer le redécoupage des circonscriptions électorales, les restrictions qui sont mises au vote, pour faire en sorte que, je prends juste cet exemple-là, mais on pourrait parler d'une série de domaines où ils peuvent faire ce genre d'action-là, pour avoir assez d'influence pour vraiment limiter la possibilité pour les démocrates de se faire élire plus de représentants aux élections de mi-mandat dans 2 ans. Plutôt que de dire, bon, il y en a qui pourraient demander, est-ce qu'il y aura vraiment des élections de mi-mandat? Ça, c'est une option. Il y en aura probablement. Mais est-ce que Mhm. ces élections peuvent être considérées comme des élections justes et équitables vont pouvoir l'être dans un contexte où les républicains ont assez d'emprise pour modifier une série de règles du jeu qui vont faire que peut-être les résultats ne seront pas conformes à la volonté des électeurs, par exemple? Ouais, merci beaucoup. Merci Geneviève. Le système électoral américain est vraiment particulier lors des élections fédérales. Bon, il y a des élections fédérales, mais la Constitution américaine a confié aux États américains la responsabilité de déterminer les règles des élections fédérales sur le territoire des États. Donc, c'est sûr que les gouverneurs d'État, les législatures d'État ont beaucoup de pouvoir sur ces questions-là. Euh, et dans les États où on a des gouverneurs et des législatures républicaines, des trifectas républicaines, comme on les appelle dans le jargon politique américain, oui, on n'a pas hésité, il y a plusieurs exemples de ça en Géorgie notamment, à recourir à des mesures de suppression du vote, donc des lois sur l'identification des électeurs, quelles sont les pièces d'identité que l'on doit présenter pour s'inscrire sur les listes électorales, pour voter le jour de l'élection. Durant la pandémie aussi, le vote par correspondance est devenu plus populaire. Et là, pour le cycle électoral de 2024, ce qu'on a vu dans certains États, c'est que lorsqu'il y avait des républicains au pouvoir, on essayait de réduire le nombre de boîtes où on peut déposer les bulletins de vote pour le vote par correspondance. Et on essaie d'éloigner même ces boîtes-là de vote de communautés où on estime qu'il y a beaucoup d'électeurs démocrates, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui sont employés pour favoriser la victoire d'un parti ou d'un autre. Pour ce qui est du redécoupage des circonscriptions électorales, euh, oui, encore, il y en a encore, mais je dirais que les démocrates le font aussi et l'ont fait aussi dans le passé. Donc, les deux partis le font. Mais encore là, si les deux partis le font, oui, ça peut contribuer à la normalisation puisque ça permet à une formation politique de dire, ben, nos adversaires le font, donc si on ne le fait pas, on va perdre nos élections pour des décennies à venir. Euh, mais puis pour ce qui est des élections de mi-mandat, ce qui est vraiment particulier avec Trump, puisqu'on parle de Trump menace à la démocratie, un des indicateurs de la santé de nos démocraties occidentales, peut-on dire, c'est la participation électorale. Et ce qui est particulier avec Trump, c'est qu'il est bon pour la participation électorale. Il a réussi à faire augmenter en fait la participation électorale. Et également lors des élections de mi-mandat où il est à la Maison-Blanche. Habituellement, lors des élections de mi-mandat, le taux de participation est moins élevé que lors des élections présidentielles et ce sont surtout les électeurs en colère qui vont voter et souvent en colère contre les politiques de la Maison-Blanche. Mais les partisans de Trump sont tellement gonflés à bloc et l'aiment tellement souvent qu'ils vont voter même lors des élections de mi-mandat. Et c'est ce qui me fait douter de la capacité des démocrates à gagner gros lors de ces élections-là aussi. C'est-à-dire que les démocrates vont aller voter massivement pour exprimer leur désaccord envers Trump, mais les partisans de Trump vont probablement voter aussi massivement si on se fie au dernier taux de participation
lors des élections de mi-mandat de 2018 notamment. Il avait quand même perdu, mais pas autant que ce à quoi on aurait dû s'attendre dans le contexte. Merci. Bon, il y a des questions dans le chat, Camille. Donc, il y a Monsieur Guison Célestin qui se demande par rapport aux vérités non démocratiques de Trump, comment est-ce qu'on pourrait envisager une opposition et limiter les dégâts? On peut commencer par cette grande question-là, tu les vois? Je trouve que c'est très difficile de répondre. Si on regarde en sol américain, on voit que les opposants à Trump ne savent pas trop, en fait, comment répondre à la question. Les démocrates ne savent pas trop quoi faire. Il y a toutes sortes d'approches qui sont proposées dans le Parti démocrate. Il y a des démocrates qui disent on doit être très visible dès à présent pour établir un contraste entre ce que l'on propose et ce que Trump incarne. Ça, c'est l'approche de Bernie Sanders et d'Alexandria Ocasio-Cortez en ce moment. Vous les avez vus déjà on the campaign trail, mais organiser des rassemblements pour dire, bon, on est contre l'oligarchie, on est contre tout ça. Mais il y a d'autres membres du parti, comme euh, j'ai oublié son nom, peu importe. Il y a d'autres membres du parti qui disent, au fond, laissons Trump se pendre avec sa propre corde. Il va exagérer, il improvise, il va faire des erreurs, et tout ça aura un effet bénéfique sur la suite des choses. C'est-à-dire que les gens vont finir par rejeter ce qu'il incarne. Peut-être pas ses partisans, mais les électeurs indépendants, bon, la participation démocrate va être plus forte lors de la prochaine élection. Il va faire des erreurs, il en fait déjà, il perd déjà des plumes, il va se pendre avec sa propre corde et nous n'avons pas vraiment besoin d'être très visibles pour l'instant, dans un contexte où la formation démocrate n'était pas très populaire en fin de présidence Biden. Mais, et c'est pas évident de répondre à la question, parce que bon, on le voit dans les milieux universitaires. Euh, il y a des universitaires qui sont très militants et dès à présent en sol américain, mais il y a un coût à ça aussi. Il peut y avoir un coût à ça. On peut perdre des financements, on peut être montré du doigt par des gens de l'université, tout ça. Et vous avez vu l'exemple aussi de notre collègue qui a fait une présentation, ou qui devait faire une présentation à l'Université de New York. L'équipe de direction de l'université a préféré annuler la présentation parce qu'il y avait une diapositive dans la présentation qui peut-être ne ferait pas l'affaire des autorités fédérales. Donc, il y a tout ça, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, la résistance va quand même augmenter et on le voit déjà avec l'exemple de l'université Harvard. Ça, c'est un exemple, on le voit, mais je n'ai pas de bonne réponse à cette question-là. Et ce qui est particulier, je vais terminer là-dessus, ce qui est particulier avec Trump, c'est que lorsqu'on s'est opposé très, très fortement à ce qu'il fait, en employant des mots comme il est une menace pour la démocratie, il est un fasciste. Les démocrates ont essayé ça durant la campagne de 2024. On a l'impression que ça finit par se retourner contre ceux qui s'opposent à lui. Hein, il y a beaucoup de gens qui disaient, bon, les démocrates exagèrent en le qualifiant de fasciste. Je suis plus capable de les entendre dire que Trump représente une menace à la démocratie. Les démocrates représentent de toute façon eux aussi une menace à la démocratie parce qu'il y a bien des partisans de Trump qui sont encore convaincus qu'il y a eu une fraude électorale majeure en 2020. Donc c'est très difficile. J'avoue que j'ai pas de bonne réponse à cette question-là. C'est effectivement une question très difficile, comme elle serait celle autour du point de rupture, par exemple. Mais allons donc, il y avait une autre question dans le chat qui était celle de Monsieur Blanchette, qui revient avec la question des relations avec les États-Unis comme question de l'urne au Canada. Je ne sais pas si tu veux te prononcer sur cette question-là ou passer plutôt à celle sur le rôle des médias dans la normalisation des mesures Quelle fois c'est une réalité, antidémocratiques. bien mettre la relation avec ce dernier. Si vous regardez bon, je travaille pas en politique canadienne, mais je regarde les intentions de vote comme tout le monde, j'imagine. Et si on regarde les intentions de vote sur un site comme Canada 338, on a vraiment vu un tournant. En fait, je pense qu'il y a eu deux tournants, mais ça va être intéressant de faire les recherches qui s'imposent pour voir quel a été l'effet Trump sur nos élections. Mais je pense qu'il y a eu peut-être deux tournants. Le départ de Justin Trudeau, premièrement, semble avoir eu un effet sur les intentions de vote, en redonnant envie à certains électeurs de faire à nouveau confiance à la formation libérale s'il y a un nouveau chef, l'idée du changement qui vient avec ça, même si on peut avoir des débats sur le changement que M. Carney incarne. Mais sinon,
oui, il semble y avoir un effet Trump sur les intentions de vote également. Et on voit que M. Poilievre a ajusté sa stratégie au cours des dernières semaines pour ne pas être trop associé à une figure politique, à la figure politique que représente Trump en sol américain. Ce serait intéressant de voir le résultat de l'élection du 28. Merci. Et il y avait la question aussi du rôle des médias. C'est une grande question. Je vais dire ça. Durant le premier mandat de Trump et durant la présidentielle de 2020, que Trump a perdu, les médias américains ont parfois fait le choix de lui offrir moins de temps d'antenne. Parce que durant la première élection de 2016, ce que bien des médias américains en étaient venus à se dire, c'est que en lui donnant tout ce temps d'antenne, on lui offrait euh, une publicité gratuite avec laquelle, en fait, une publicité gratuite et c'était extrêmement compliqué, par exemple, pour Hillary Clinton d'occuper l'espace médiatique parce que Trump était toujours là. Et en 2020, on a décidé de lui offrir moins de temps d'antenne pour essayer de trouver une espèce d'équilibre entre le candidat Biden et le candidat Trump. Mais en 2024, en tout cas dans le cas américain, on a l'impression qu'on était un petit peu de retour à la présidentielle de 2016. C'est-à-dire on couvrait beaucoup sa campagne et il en a profité pour rendre son message encore plus visible dans l'espace public. Bon, il y a toutes sortes de réflexions aussi sur un concept qu'on appelle le sane washing, c'est-à-dire en lui permettant de diffuser ses idées comme ça, qui peuvent être antidémocratiques et tout ça. Est-ce qu'on n'en vient pas à les normaliser, à contribuer à la normalisation, puisqu'on les rend visibles et on permet à des gens qui sont peut-être pas convaincus de ces idées d'en prendre connaissance et de dire oui, ben c'est finalement ça qu'on devrait faire sur l'immigration et tout ça. Merci, Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gérard, est-ce que tu avais une question? Ou Mathilde? Mathilde a une Oui, mais question. elle est tellement technique et élémentaire que je suis gêné de la poser. Je vais la Faut poser pas, quand même. faut pas se gêner. Je pensais que c'était l'importateur qui payait le tarif. L'importateur, c'est-à-dire le... Bon, un Américain qui achète quelque chose en Europe, Oui, c'est lui qui devra payer le tarif. c'est exactement ça. Ben, c'est ça? Oui, oui. Donc, j'ai peut-être pas été Alors dans la présentation. comment est-ce qu'on peut dire que les États-Unis vont s'enrichir de cette façon-là? En fait, c'est un transfert de fonds. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Donc, des consommateurs américains, des entrepreneurs américains vont payer les tarifs pour ce qui entre en sol américain. Ça fait entrer de l'argent dans les coffres du gouvernement. Et après ça, Trump utilise ces fonds-là pour réaliser des promesses qu'il a à cœur, c'est-à-dire offrir des réductions d'impôts, entre autres, pas que, offrir des réductions d'impôts aux plus riches, aux entrepreneurs. Mais Mais c'est aussi d'inciter les consommateurs américains à acheter en sol américain plutôt qu'à l'extérieur du pays s'ils ne veulent pas payer ces taxes-là. Et c'est aussi inciter les entrepreneurs américains à rapatrier leurs activités productives en sol américain s'ils ne veulent pas que ce qu'ils vendent à partir de l'étranger soit taxé à la frontière quand on l'achète. et s'ils ne le font pas, c'est un échec. Parce que les Ils ne le consommateurs font. américains vont payer plus cher pour Oui, acheter leurs produits oui. et finalement, les exportateurs ne seront pas pénalisés. Le pari de Trump, c'est qu'à moyen et long terme, il va convaincre beaucoup, beaucoup d'investisseurs et d'entreprises à rapatrier ou à Ouais. investir en sol américain. Mais c'est un projet, en fait, les effets bénéfiques de ça viendront selon ces économistes et selon Trump à moyen et long terme. Et c'est la raison pour laquelle Trump dit ça va faire mal à court terme. Ça va faire mal pourquoi? Pour toutes les raisons que vous évoquez. Oui, ça risque d'être un petit peu inflationniste. Je vous donne l'exemple de, bon, on a vu toutes sortes de reportages là-dessus, mais un qui revient souvent, c'est celui des microbrasseries en sol américain. Disons, il y en a au Vermont, il y en a dans plein d'États américains, mais les microbrasseries sont de petites moyennes entreprises qui nous vendent leur bière de microbrasserie souvent dans des canettes d'aluminium. L'aluminium provient de l'extérieur du pays
il est taxé à la frontière de 25 %. Donc, la canette de bière, on doit la vendre plus cher, à moins qu'on absorbe ce 25 % comme entrepreneur. Mais si on est une petite moyenne entreprise, ben, si on l'absorbe, ça veut peut-être dire de procéder à une mise à pied, renvoyer à quelqu'un dans la petite entreprise. Sinon, on refile la facture à celui qui boit la bière devant son match de football le week-end. Mais le pari de Trump, c'est que ça va devenir tellement irritant tout ça, payer plus cher, importer de l'étranger, que les entrepreneurs vont choisir de produire davantage aux États-Unis, que ça va inciter les entrepreneurs à relancer des industries comme celle de l'acier. Mais évidemment, c'est un gros pari. Et ce que je dirais, c'est que durant son premier mandat, il l'a essayé, ça. Et dans toutes sortes de secteurs qu'il a à cœur, ça n'a pas permis d'atteindre les fameux objectifs dont il parle. Bon, moi, je suis né à Almont-au-Lac-Saint-Jean, là. Durant le premier mandat de Trump, on me parlait beaucoup des tarifs sur l'aluminium, évidemment. Là, il y en a encore. Le pari de Trump, c'est que ça deviendra tellement peu attrayant d'importer de l'étranger qu'on va relancer des entreprises, notamment dans le secteur de l'aluminium en sol américain. Mais évidemment, bonne chance, parce que ce qui fait que c'est tentant de produire l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que on peut le produire à meilleur coût en raison de l'hydroélectricité, notamment, que ce qu'on peut se permettre en sol américain. Mais bon, Trump fait le pari que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs, ça va marcher. Il fait aussi le pari que, de toute façon, même si ça ne marche pas, les menaces de tarifs vont inciter des interlocuteurs internationaux à faire des concessions sur des choses qui l'intéressent. Pour nous, le Canada, ça peut vouloir dire, on le voit, là, c'est un des enjeux de nos élections, mais qu'est-ce qu'on fait avec le système de gestion de l'offre en sol canadien, qui vise à protéger notre industrie agroalimentaire, le lait, la volaille, Bon, Trump, durant la renégociation de la CIOM, avait obtenu de notre part, de la part du Canada, des concessions dans ces domaines-là, une plus grande ouverture, pas terriblement grande, mais une plus grande ouverture à notre marché dans ces secteurs-là. Là, il utilise, selon certaines théories, la menace des tarifs à l'égard du Canada pour inciter le prochain premier ministre à revenir s'asseoir à la table des négociations en vue d'un réexamen, d'une révision de l'ACOM, qui mènera peut-être à des concessions importantes dans le secteur agroalimentaire. Et Trump dira après, parfait, si on a ça, on lève les tarifs, il peut retourner chez lui et dire j'ai gagné. Et là, il veut faire ça avec la Chine, il veut faire ça avec à peu près tous les pays du monde, mais la Chine surtout, là, la principale guerre commerciale, il l'amène, bon, c'est avec la Chine. Puis si vous voyez les pourcentages des tarifs en ce moment, ils sont considérables. Évidemment, c'est probablement intenable tout ça à moyen et long terme parce que ce qu'on achète chez Walmart en sol américain, bon, ça va engendrer une hausse des coûts. Mais Trump espère pouvoir convaincre la Chine de faire toutes sortes de concessions sur le vol de propriété intellectuelle des entreprises américaines, sur l'ouverture des marchés chinois aux exportations américaines. Il y a un peu ça aussi. Est-ce que je pourrais poser Merci. Est-ce que Gérard, je pourrais laisser Mathilde poser sa question parce qu'on a presque terminé. Ouais, OK. Merci. Mathilde, donc la dernière question est à toi. Merci. C'est une question très, très, très brève. C'était très éclairant de t'entendre sur les décrets présidentiels. Ce que je me demandais, c'est euh, quand les cours fédérales peuvent contester les décrets, comment ça se passe? Est-ce qu'elles s'auto-saisissent ou ce sont des personnes qui les saisissent? Ce sont des personnes ou des groupes d'intérêt ou qui saisissent les cours, qui demandent aux cours de se prononcer sur la constitutionnalité ou la validité des décrets présidentiels. Ensuite, Trump peut aller en appel et là, je vais très vite, mais évidemment, la dernière cour qui peut se prononcer, si elle décide de le faire, c'est la Cour suprême. Mais disons, si on prend le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, le cas des migrants non documentés que Trump souhaite expulser en vertu de la loi de 1798, c'est un groupe d'intérêt, l'American Civil Liberties Union, les CLU, qui a été très, très actif dans ce dossier-là. Donc, ils ont des avocats, puis ils aident les migrants qui étaient menacés d'expulsion à obtenir des décisions des cours pour qu'on puisse contrecarrer les plans de Trump. Parfois, ça peut être une université, parfois, ça peut être une personne qui a été virée par le Doge.
Alors, merci beaucoup, Frédéric, du temps que tu nous as consacré. Merci pour tes réponses aux questions, pour ta présentation fort intéressante. Merci à vous. Merci à Camille d'avoir été, comme toujours, très présente et très aidante. Camille va d'ailleurs mettre sur le chat l'annonce d'une conférence le 29, donc mardi prochain à 16 heures. Le CRIDAC et l'Observatoire de la liberté d'expression reçoivent à l'UQAM Cathy Fallow, qui est directrice adjointe du contentieux stratégique du Knight Institute, qui est rattachée à l'Université Columbia. J'oublie le titre de la conférence, là, mais ça va être affiché. Merci Merci Frédéric. beaucoup. À Merci. bientôt. Merci tout le monde. Au plaisir de Bye. vous parler, de vous revoir.